Nous faisons face à des enjeux qui sont multiples et massifs, hein, comme on peut le voir à travers les conséquences du changement climatique, évidemment, de la chute de la biodiversité et des inégalités au niveau mondial, qui sont les grands sujets du moment. Et malheureusement des sujets qui vont demeurer dans l'actualité pendant très longtemps. Et en fait, c'est vrai que ces sujets-là prennent une dimension particulière quand on regarde les pays émergents de façon générale et l'Afrique en particulier. Parce que ces questions se heurtent à la nécessité absolue du développement. Et donc on a effectivement aujourd'hui à la fois un besoin mais aussi un champ d'investigation, un champ d'utilisation qui s'offre à nous où on a la capacité de créer, notamment en Afrique, les infrastructures de demain en ne passant pas par les infrastructures d'aujourd'hui. Et donc je crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu principal, engager l'ensemble du continent dans un développement qui soit d'emblée un développement durable. Alors, Mirova s'est impliqué depuis maintenant plusieurs années sur la question du capital naturel et notamment de la restauration des terres. On dégrade chaque année 12 millions d'hectares de terres dans le monde. Il y a un objectif du développement durable, un des ODD de l'ONU qui consiste à atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres à horizon 2030, ce qui implique de faire un énorme effort de restauration. C'est vrai partout dans le monde, c'est vrai en Afrique en particulier, et nous traitons ce sujet-là à travers trois verticales, j'allais dire trois thématiques. La première, c'est l'agriculture durable. On a besoin de développer effectivement une agriculture qui soit consciente en fait de ses impacts. Et le deuxième grand sujet, c'est l'océan. Et donc notamment la préservation des zones côtières, des mangroves, tout ce qui touche en fait à l'océan et à l'eau de façon plus générale. Et puis enfin le troisième sujet, c'est la question de la reforestation de façon générale, et notamment à travers les schémas de crédit carbone qui sont une question évidemment essentielle quand on voit l'ensemble des engagements qui ont été pris, notamment par les entreprises et les États, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc ce sont ces sujets-là que l'on développe en Afrique aujourd'hui à travers donc des projets qui visent à développer de la reforestation, de l'agriculture durable, de la préservation des forêts et des océans pour le compte de nos investisseurs institutionnels. Très longtemps, on a opposé en fait, je dirais, performance économique d'un côté et puis éthique de l'autre. Je crois que ce débat-là est en train d'être dépassé. On se rend bien compte de la nécessité de transformation globale de la société et des économies que nous avons en face de nous. Et aujourd'hui, l'entreprise et le business, j'en suis convaincu, sont réellement une des chances, d'un des passages obligés. Et en particulier, la finance, dans ce contexte-là, a un rôle très important à jouer pour réconcilier l'entreprise, l'économie et l'intérêt général. Bon, la question de la mesure d'impact est clé aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose puisque les investisseurs et puis l'ensemble de nos parties prenantes aujourd'hui souhaitent mesurer les impacts, exigent une mesure des impacts. La réglementation aussi, de plus en plus, nous demande de produire, de mesurer et d'expliquer nos impacts. Alors, il ne faut pas tomber dans une espèce de liste un peu à la Prévert de tous les impacts par des chiffres que personne ne comprend. On s'est toujours attaché à essayer de travailler sur une mesure d'impact qui soit pertinente et qui soit effective. Donc, par exemple, sur la question du carbone, évidemment, nous mesurons l'impact de réduction des émissions de l'ensemble de nos projets, mais c'est aussi de la réduction d'émissions scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire émissions directes et émissions indirectes. Et puis on mesure aussi ce que nous appelons les émissions évitées, c'est-à-dire
qui, dans nos projets, permettra d'éviter des émissions dans le futur. On travaille aujourd'hui à des indicateurs dans le domaine de la biodiversité également. Nous avons pris des initiatives l'année dernière avec un certain nombre d'autres investisseurs comme BNP, AXA, Sycomore pour créer une base de données mesurant l'impact des entreprises sur la biodiversité. Voilà le type de démarche qui nous paraît pertinente aujourd'hui. La relation avec les parties prenantes est au cœur je dirais, de la vision que l'on a de l'entreprise. On est convaincu que l'entreprise doit passer d'une vision, on va dire, qui date des années 70, qui date de Milton Friedman et de la maximisation du profit pour le seul compte des actionnaires, à maintenant une gestion multi-parties prenantes des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous transformer au mois de novembre dernier en entreprise à mission. Ce nouveau statut qui est offert par la loi française aujourd'hui permet de définir sa raison d'être dans ces statuts, dans les statuts de l'entreprise, et ensuite de créer un comité de mission qui a pour objectif, pour rôle, de produire un rapport de mission une fois par an. Et ce rapport sera audité par ce qu'on appelle une OTI, un organisme tiers indépendant. Et ça, je crois que c'est très important parce que ce comité de mission, en fait, précisément, il a pour vocation de représenter l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. C'est-à-dire nos investisseurs, c'est-à-dire évidemment les entreprises et les entrepreneurs auxquels nous confions des investissements, mais aussi les ONG, mais aussi les pouvoirs publics, mais aussi le monde académique. Voilà tous les différentes parties prenantes avec lesquelles nous nous engageons en permanence. C'est pour ça que dès le début de Mirova, nous avons considéré que le rôle d'une entreprise comme la nôtre, une entreprise pionnière, n'était pas seulement, j'allais dire, de faire son métier et d'investir, mais c'était d'évangéliser, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et donc de faire réellement de l'engagement auprès de ses pairs, auprès des pouvoirs publics, pour que l'ensemble du système financier évolue. Et ce qu'on attend évidemment de ces parties prenantes, c'est qu'elles adoptent en quelque sorte la même attitude d'ouverture vis-à-vis de nous. On a besoin de feedback, on a besoin de comprendre quels sont les besoins des uns et des autres, on a besoin de comprendre quelles sont leurs stratégies, le cas échéant, pour se positionner par rapport à elles et donc faire évoluer collectivement la mission que l'on s'est donnée. Un dernier message pour finir. Un message d'optimisme peut-être qui est de se rendre compte que les évolutions ne sont pas linéaires. Les évolutions sont souvent des exponentielles ou des moments de passage, des tipping points, comme on dit, c'est-à-dire des moments de rupture. Et donc ça peut nous donner un certain espoir. C'est évidemment à la fois un sujet d'inquiétude pour le climat, mais d'un point de vue de l'économie et de la transformation, on peut créer ces moments d'accélération. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on recherche ensemble.